Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode des balados du Dr. Kin. Alors, je laisse tranquillement tout le monde se joindre à nous. Ce soir, je vais discuter de dépenses énergétiques. Donc, c'est un podcast qui peut aller à gauche comme à droite. Donc, c'est assez vaste comme sujet. J'ai ma petite idée où m'enligner, mais je vous encourage fortement à me laisser des commentaires, poser des questions. Ça va rendre ça un peu plus interactif, puis ça va peut-être plus répondre spécifiquement à vos questions sur une base individuelle. Alors, même chose, n'hésitez pas à signifier que vous appréciez sur Facebook ou toute autre plateforme sur laquelle vous visionnez le balado. Alors, donc, pour commencer, dépenses énergétiques. Donc, dépenses énergétiques, c'est des calories. Alors, qu'est-ce qu'une calorie? Bien, une calorie, ça représente l'énergie requise pour élever la température d'un litre d'eau de 14 degrés Celsius à 15 degrés Celsius. Donc, c'est de la chaleur, une calorie à la base. C'est ce qu'on utilise pour déterminer la quantité d'énergie qu'on va dépenser. Techniquement, on devrait utiliser des joules et des kilojoules pour être dans le système métrique, le système international, mais un petit peu partout encore sur la planète, lorsqu'on parle d'activité physique, lorsqu'on parle de nutrition, d'entraînement, on est encore un peu accroché là, sur les calories. Petite anecdote là-dessus, dans une publication d'un article scientifique, j'avais présenté les données uniquement en calories, puis on s'est fait retourner le papier en disant que c'était pas conforme. Et il a fallu transformer ça, puis c'était spécial parce qu'on travaillait avec des mégajoules. Donc, pour parler de dépenses énergétiques, puis j'avais aucun référent sur l'ordre de grandeur des chiffres. Fait qu'on parlait de métabolisme de repos, on parlait de thermogénèse alimentaire, on parlait d'activité physique, mais moi, en mégajoules par jour, ça me disait strictement rien. J'étais vraiment encore ancré avec les calories. Donc, la dépense énergétique en calories, il y a trois grandes sections de notre vie, où il y a trois grands processus, si on veut, ou regroupement de processus où on va dépenser des calories. On a le métabolisme de repos. Bien souvent, quand on parle de dépenses énergétiques, ça se résume à ça. Les gens vont parler, ah oui, as-tu regardé ton métabolisme, etc. C'est presque, pour certaines personnes, c'est la chose la plus importante en termes de dépenses énergétiques. Il y a aussi la thermogénèse alimentaire, donc c'est le coût énergétique de la digestion. Et finalement, il y a l'activité physique qui est caractérisée, et je ne le répéterai jamais assez souvent, par toutes les contractions musculaires qui élèvent la dépense énergétique au-dessus du métabolisme de repos. Donc, se brosser les dents, c'est un exemple que je donne souvent, ça représente de l'activité physique, mais ce n'est pas de l'exercice. Donc, l'exercice, c'est une sous-catégorie de l'activité physique. Puis l'exercice, c'est une activité physique qui est réalisée dans le but d'améliorer sa santé ou sa condition physique. Donc, légère différence. Ça aussi, ceux et celles qui sont familiers, là, qui suivent assidûment le balado, le savent. Il y a une distinction importante entre l'activité physique et l'exercice. Et encore aujourd'hui, c'est un dur combat quand on veut faire valoir ça. Pour trop de monde, l'activité physique, ça se résume à l'exercice. Donc, leur définition d'activité physique, c'est uniquement de l'exercice, de l'entraînement, du sport. Et c'est un peu minimaliste ou très réducteur comme vision de la dépense énergétique associée à l'activité physique. Donc, ces trois compartiments-là, ces trois fractions-là représentent la totalité des calories qu'on dépense sur une journée. Donc, en termes d'ordre de grandeur, dans les livres, là, on parle on dit toujours le métabolisme de repos, c'est genre 70%, 75% des calories qu'on dépense sur une journée. La thermogénèse alimentaire, c'est à peu près 10%. Puis la balance, une vingtaine de pourcents, c'est l'activité physique. Ça fait en sorte que les gens accordent beaucoup d'importance au métabolisme de repos. J'en ai déjà parlé précédemment dans un autre balado, mais les gens accordent beaucoup d'importance au métabolisme de repos parce qu'ils se disent, bien, c'est la majeure partie des calories qu'on dépense ou que les gens dépensent dans une journée. Ce qui n'est pas nécessairement vrai. Donc oui, ça représente une bonne dépense énergétique. C'est un bon 1000 calories et plus pour un individu de poids moyen, là. Par exemple, moi, à 80 quelques kilos, 46 ans, homme, j'étais à peu près là, à un métabolisme de repos mesuré, là, aux alentours de peut-être 1600 calories. Donc ça, c'est le coût énergétique de mes fonctions vitales.
Et on accorde beaucoup d'importance donc au métabolisme de repos parce qu'on se dit que c'est un gros chiffre. Le problème de ça, c'est que le métabolisme de repos est très peu variable. Donc, ça demeure pas mal constant. Donc, si je mesure mon métabolisme de repos ce matin, couché à rien faire, j'ai pas mangé, puis je fais une mesure, je mesure ma consommation d'oxygène, ça va me donner la quantité d'énergie que je dépense à faire ce que je fais. En l'occurrence, absolument rien est écrasé, allongé, rien faire. Bien, ça va me donner pas une valeur très différente de si je le mesurais maintenant. Donc maintenant, ben, j'ai mangé aujourd'hui, j'ai fait de l'activité. Là, présentement, ben, j'anime un balado. Ben, la dépense énergétique que j'ai présentement, elle ne sera pas extrêmement différente. Je vais peut-être avoir, on pourrait s'amuser à le faire, là, mais je dirais peut-être une centaine de calories maximum de plus présentement. Là, puis je suis généreux. Là. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si ma dépense énergétique au repos est à peu près là, à une calorie et quelques par minute, ben là, elle est à une calorie et quelques, puis des poussières de plus. Elle ne sera pas à 3 calories par minute de dépense énergétique. Donc, c'est assez constant le métabolisme de repos. C'est pour ça que c'est relativement peu intéressant de regarder le métabolisme de repos quand on parle de gestion de poids, parce que ben, c'est comme un gros paquebot là, qui s'en va sur l'océan. Ça ne change pas de direction facilement. Donc, le métabolisme, il est ce qu'il est. Il est surtout fonction du gabarit. Donc, entre autres, la masse maigre, donc la taille des organes, l'ampleur de la masse musculaire, ça va être les principaux déterminants des calories qu'on va dépenser au repos. Donc ça, c'est un petit peu le topo sur la partie métabolisme de repos. Ensuite, on a thermogénèse alimentaire, donc le coût énergétique de digestion. Bien souvent, on n'en parle même pas. Pourquoi? Parce que c'est négligeable. On parle d'une dizaine de pourcents. Là, en Amérique du Nord, là, à peu près entre 10 et 13% qu'on estime le coût énergétique de la digestion. Donc ça, c'est vraiment de l'assimilation. Donc quand j'ingère l'aliment jusqu'à sa digestion et sa distribution. Donc ça va à la limite aller même jusqu'au stockage de glycogène, par exemple. Donc ça, c'est le coût énergétique de digestion. Et ça, c'est tributaire de ce qu'on mange. Donc, la quantité de calories qu'on mange va déterminer l'ampleur des calories que ça nous coûte pour digérer. Exemple, 10%, si je mange 1000 calories, ben, ça va donner 100 calories pour le coût de la digestion. Si je mange 2000 calories, ben, ça va donner 200 calories. Donc ça, c'est la première chose. Donc, plus on ingère de calories, ben, plus la quantité de calories dépensées à digérer va être importante. Donc, le problème en gestion de poids, c'est proportionnel aux apports. Donc, oui, je dépense plus de calories, mais il y en a plus qui rentrent. Et finalement, un autre déterminant qui est assez important, c'est la teneur en macronutriments. Donc, les protéines vont coûter un peu plus cher à digérer, les glucides pas mal moins, puis les lipides pratiquement rien. Donc, on parle de à peu près entre 25 et 30% le coût énergétique pour digérer les protéines. De mémoire, 4 à 6% là, pour les glucides. Pour les lipides, ça varie là, 0 à 3-4%. Là. Donc, c'est vraiment minime. De là, la tendance des diètes hyperprotéinées pour favoriser la perte de poids, bien, chaque calorie sous forme de protéines qui va rentrer, bien, il y en a 0,3 qui s'en va pour sa digestion à peu près. Mais ça aussi, c'est peu variable dans le sens que c'est pas faisable de manger 5000 calories uniquement de protéines pour augmenter sa dépense énergétique. Donc, c'est pas intéressant parce que ça demeure quand même au maximum à peu près 30% des calories ingérées. Et ça, c'est si je consomme uniquement des protéines. Donc, ça aussi, c'est assez constant. C'est pas quelque chose sur lequel on peut jouer beaucoup pour faire fluctuer notre dépense énergétique. Finalement, on a l'activité physique. Donc, l'activité physique, c'est définitivement le compartiment le plus variable de la dépense énergétique. Ça peut facilement passer pour une même personne du simple au double entre lundi et mardi, et sans nécessairement que la personne s'en rende compte. Donc, on peut avoir une très grande variabilité de l'activité physique sans nécessairement en être conscient. Dans mon expérience, lorsqu'on parle de gestion de poids, c'est mon hypothèse numéro 1 de facto. Là, je tombe presque toujours là-dessus quand quelqu'un va me dire j'ai de la difficulté à perdre du poids. Pour moi, c'est presque toujours une question d'activité physique sur 24 heures. Là. Je pars presque par défaut avec cette hypothèse-là. Je vais la valider, donc on va mesurer l'activité physique, on va la quantifier de façon objective afin de voir si effectivement c'est ça qui est un frein à la perte de poids. Et très souvent, je ne vais pas dire tout le temps, mais très souvent, c'est ça.
C'est vraiment une question d'activité physique et ça ne veut pas dire que les gens ne font pas assez d'exercice, mais ça veut plutôt dire que les gens, sur 24 heures, ils ne bougent peut-être pas suffisamment. Donc ça, c'est un peu notre topo là, des compartiments de la dépense énergétique. Là. Donc lorsqu'on parle de bioénergétique, là, on va parler de régulation de balance énergétique et les trois principaux éléments, les éléments clés de la dépense énergétique, ça va être le métabolisme de repos, la thermogenèse alimentaire, puis l'activité physique. Donc ça, c'est où est-ce qu'on les dépense, ces calories. Maintenant, comment on mesure ça? Bien, j'ai parlé tantôt de consommation d'oxygène. On est des êtres aérobies. On fonctionne majoritairement en utilisant l'oxygène pour transformer l'énergie puis être capable de faire plein de belles choses. Donc, la majorité de nos calories, bien, ça peut être associé de proche ou de loin à la quantité d'oxygène qu'on consomme. S'il y en a qui ont déjà eu des valeurs de métabolisme de repos, donc que ce soit sur une Apple Watch, une Fitbit, j'étais encore en train d'éplucher des sites web là, qui disaient les calculateurs métaboliques, etc. Si présentement vous avez une valeur pour votre métabolisme de repos, vous avez un chiffre, et que vous n'avez jamais fait mesurer votre consommation d'oxygène dans un état de repos, donc écrasé le matin, allongé, à rien faire, et on utilise un appareil qui va collecter l'oxygène, qui va mesurer l'air qui rentre, l'air qui sort, puis analyser ses composantes. Donc, combien il y a d'oxygène qui rentre dans votre bouche, combien d'oxygène qui sort. La différence entre les deux, bien, c'est l'oxygène qui est resté en dedans, donc l'oxygène qui a été utilisé pour transformer de l'énergie. Alors ça, c'est comment on mesure le métabolisme de repos. C'est la principale façon. Il y a une autre façon un peu plus fancy, mais qui est très, très dispendieuse, c'est qu'on mesure la perte de chaleur. Donc, on va mesurer vraiment la production de chaleur du corps humain pour déterminer la quantité de calories qu'il dépense au repos. Mais ça prend des chambres calorimétriques, c'est épouvantable. Je ne sais même plus s'il y en a une au Canada, là, une chambre calorimétrique là, qui fonctionne. Donc, la plupart du temps, quand on fait des mesures de métabolisme de repos, c'est en mesurant la consommation d'oxygène le matin à jeun au repos, donc sans contraction musculaire puis sans digestion. Là où il y a beaucoup de gens qui ça devient un problème, c'est qu'ils confondent la valeur qu'ils vont obtenir avec une montre, avec une calcul, avec ce que l'entraîneur, le kinésiologue, le nutritionniste va vous dire. Ça, c'est une valeur qui est prédite. Ils vont confondre ça avec une valeur mesurée. Donc, la valeur prédite, c'est quoi? C'est une valeur qui est, dans le fond, obtenue à l'aide d'une équation. L'équation a été développée à partir de mesures de consommation d'oxygène sur une population donnée. Donc, on a pris des femmes afro-américaines âgées entre 18 et 60 ans. On a mesuré leur métabolisme de repos avec la consommation d'oxygène. Et ensuite, on a essayé de dériver des équations à partir d'informations plus faciles à obtenir qu'une mesure de consommation d'oxygène. Je parlais que le principal déterminant du métabolisme de repos, c'est la masse maigre. Donc, beaucoup, pour ne pas dire presque la totalité des équations qui sont utilisées, vont dépendre du poids. Donc, on va prendre le poids total de la personne. L'âge aussi est un déterminant qui peut venir influencer. Et le sexe, différence homme-femme. L'origine ethnique aussi peut jouer un peu. Fait que les équations là, vont utiliser ces variables-là, une ou plusieurs, afin de prédire combien de calories vous dépensez au repos. Ça veut dire que ça prédit la normalité. Quelqu'un qui, par exemple, fait de l'hypothyroïdie, bien, une équation de prédiction, il n'y a pas de case à cocher hyperthyroïdie, hypothyroïdie. Ce n'est pas une variable qui est inclus dans l'équation. Donc, à ce moment-là, l'équation, elle ne le sait pas. Donc, ce qu'elle va prédire, c'est un métabolisme de repos normal pour un poids, un âge, un sexe, X. Donc, ça nous donne une valeur normale. S'il y a une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, ça peut influencer le métabolisme. La mesure du métabolisme de repos ne nous donnerait pas du tout la même chose. Alors, quand vous avez un chiffre, presque tout le monde qui a un chiffre de métabolisme de repos, c'est toujours une valeur prédite. C'est drôle parce que quand je fais des analyses de composition corporelle, je prédis le métabolisme de repos avec une équation qui tient compte de la masse maigre puis de la masse grasse. Donc, on utilise cette équation-là. Puis à chaque fois, les gens, quand je parle du métabolisme de repos, ils me disent « Bien, est-tu bon? Est-tu correct? » Bien, c'est une équation. Donc, c'est sûr qu'il est normal pour cette masse maigre-là, cette masse grasse-là, cet âge-là. C'est sûr, c'est ça que l'équation a prédit. Elle prédit la normalité. Est-ce que c'est ton métabolisme de repos?
Mais ça, c'est une autre affaire. Ça se peut que ton métabolisme de repos soit pas exactement ça. Ça se peut qu'il soit en dessous, ça se peut qu'il soit au-dessus. Et c'est là que ça devient important de faire une mesure en mesurant la consommation d'oxygène pour voir si effectivement le métabolisme de repos se rapproche de la prédiction. Donc ça, je n'avais parlé entre autres dans le balado métabolisme de repos lent, ralenti, etc., etc. Donc ça reprend un petit peu ça. Pour savoir si on a un métabolisme de repos lent ou rapide, bien, il faut le comparer avec une équation ou encore avec des mesures de composition corporelle. Donc, comme j'en parlais, c'était assez complexe. Alors, ça, c'est comment on va mesurer le métabolisme de repos. Et ensuite de ça, on peut mesurer l'activité physique exactement de la même façon. On peut mesurer la thermogénèse alimentaire exactement de la même façon, c'est-à-dire toujours en mesurant la consommation d'oxygène. Donc, lorsqu'on va faire ça, bien, on va avoir une idée de la dépense énergétique quand on fait ce qu'on fait. Donc, si on est en train de digérer, bien, la consommation d'oxygène va refléter le coût énergétique de la digestion. C'est super rare qu'on fait des mesures de thermogénèse alimentaire parce que c'est long. Les gens vont consommer un repas standardisé et après ça, on va, dans le fond, mesurer l'impact que ça a sur leur métabolisme de repos. Fait que vous donnez une idée que ça a l'air de quoi. Les gens vont arriver au laboratoire à 7 heures le matin à jeun. On fait une mesure de métabolisme de repos. Fait que ça nous donne la valeur de repos. Ensuite de ça, on leur fait manger le repas standardisé. Donc, il faut tout peser, tout mesurer. Il faut peser, mesurer ce qui reste s'ils ne mangent pas tout, etc., etc. Ensuite de ça, on fait une mesure de consommation d'oxygène. Pareil comme on a fait pour le métabolisme de repos. Donc, la personne est couchée dans un lit, elle ne fait pas d'activité physique, donc pas de contraction musculaire, elle ne dort pas, mais là, elle digère. Et la digestion, ça peut être long. Donc, dans mon projet de doc, on avait standardisé pour 3 heures de mesure. Donc, on faisait 3 blocs de mesure de 40 minutes. On donnait une petite pause à la personne parce que ça a l'air de rien, mais c'est longtemps puis c'est plate, là. Puis on regardait de combien la dépense énergétique allait être augmentée au-dessus du métabolisme de repos et ça nous donnait une idée de la thermogénèse alimentaire. Pour l'activité physique, bien, on est limité par la technologie. Donc, la plupart des appareils pour mesurer la consommation d'oxygène, moi j'appelle ça des grosses Bertha, c'est une espèce de gros cart métabolique. Tu ne trimbales pas ça au bureau. Là. C'est quelque chose qui est statique, c'est installé à côté d'un lit. C'est presque l'équivalent d'un respirateur artificiel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se déplace. Donc, la majorité des systèmes d'analyse de gaz, c'est vraiment quelque chose il ne faut pas qu'il y ait de vibration, il faut que ça soit vraiment en place. C'est statique, donc ça ne permet pas de mesurer la dépense énergétique lorsqu'on va faire du soccer, lorsqu'on va travailler au bureau, etc. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont inventé des chambres métaboliques où la chambre est hermétique et on va mesurer la consommation d'oxygène. Puis, dans le fond, lorsque les gens sont dans une pièce, et on va laisser les gens pendant 24 heures dans cette pièce-là. Donc, les gens vont dormir, manger, puis d'habitude, un petit vélo ou un tapis roulant pour qu'ils puissent faire l'exercice. Et là, on dit, là, on a mesuré leur dépense énergétique complète en mesurant la quantité d'oxygène qu'ils ont consommé pendant 24 heures dans la chambre. Sauf que ça, tu ne peux pas aller jouer au golf, ça, tu ne peux pas aller au travail, ça, tu ne fais pas de ménage chez vous, tu es vraiment confiné dans une pièce qui est d'habitude pas très, très grande. Donc ça, c'était les premières mesures, dans le fond, qu'on avait pour quantifier la dépense énergétique associée à l'activité physique. Et vous ne serez pas surpris que c'était pas grand-chose. Ça ne donnait pas des grosses valeurs d'activité physique parce que les gens, après que tu aies fait 20 minutes de vélo, 20 minutes de tapis, ils s'écœuraient, il y avait une télé, il y avait des livres, ils s'installaient pour lire ou écouter la TV, ou dans certains cas, il y avait même des jeux vidéo. Donc, c'est pas nécessairement représentatif, c'est pas des conditions de vie libre. Maintenant, on a des analyseurs de gaz portables. Donc, moi, j'en ai un, ce qui fait en sorte qu'on peut aller mesurer la consommation d'oxygène ailleurs que dans un labo. On peut se promener un petit peu partout. Ceux qui suivent mon blog, j'ai couru un marathon, un demi-marathon avec l'analyseur de gaz pour mesurer la dépense énergétique pendant ce type de course-là. Donc, c'est des choses qui se font. Mais encore là, tu es confiné à un masque. Donc, tu es prêt avec un masque d'en face. Fait que, si tu es présentateur télé, tu ne peux pas vraiment mesurer ta dépense énergétique pendant que tu présentes l'émission, donc ça ne fonctionne pas. Alors finalement, il y a des méthodes beaucoup plus sophistiquées aussi on utilise des traceurs, des isotopes. C'est la méthode de l'eau doublement marquée. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est complexe, mais tout ça pour dire qu'avec une mesure de métabolisme de repos, avec une mesure de thermogénèse alimentaire,
Puis en utilisant ces isotopes-là, on peut arriver à savoir combien de calories réellement quelqu'un dépense en activité physique. Donc, en laissant aller libre de faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est dans le fond, le standard de référence pour déterminer la dépense énergétique totale. Donc je disais, c'est super complexe, mais c'est extrêmement intéressant parce que là, on a vraiment le portrait de toutes les calories qui sont dépensées sur 24 heures. Le niveau de précision de ça, c'est entre 3 et 6 sur la quantité totale de calories qui est dépensée. Donc, c'est quand même proche de 100 quelques calories là, pour un individu moindrement actif. Donc, ça, c'est un peu la plus grande précision qu'on peut avoir sur la planète pour déterminer combien de calories on dépense sur une journée. Alors, quand vous utilisez un accéléromètre, un fitness tracker, votre Polar, votre Garmin, votre Fitbit, ben, c'est moins précis que la méthode de l'eau doublement marquée. Donc, il faut s'attendre à avoir une variation potentiellement plus grande. Donc, c'est assurément dans les meilleurs scénarios, là, si je vous montre à l'écran, désolé pour ceux qui sont en audio, mais vous avez ici, ça c'est un actigraphe, un GT9X Lynx. C'est un appareil qui n'est pas beau, qui est poche. Ça a l'air vraiment, ça a l'air, écoute, une montre du Dollarama. Chez le dentiste, ils donnent des montres qui sont plus belles que ça aux enfants. Ça, c'est un accéléromètre de recherche. Donc ça, sa précision va tourner aux alentours de plus ou moins 200, 250, peut-être 300 calories selon les individus et les patrons d'activité physique. Donc, ça vous donne une idée un peu là, de qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision. Fait que si quelqu'un va mesurer sa dépense énergétique avec un accéléromètre, par exemple, puis il va arriver à la fin de la journée, il va dire, ben ma montre me dit que j'ai dépensé 2700 calories, good, je peux manger 2700 calories. C'est pas nécessairement ça. Pourquoi? Parce que la montre, les accéléromètres, vont mesurer l'activité physique en se basant sur les accélérations qui sont subies par le poignet. C'est une mesure qui est validée, c'est super intéressant pour mesurer l'activité physique, mais il y a quand même des biais. Donc, ça explique la précision de plus ou moins 200 calories dans le meilleur des mondes avec un accéléromètre. Et l'autre problème qu'on a, c'est qu'on va souvent utiliser le métabolisme de repos pour additionner le tout. Mais là, le métabolisme de repos, il n'est pas mesuré par la montre. Il est calculé à partir d'une équation et la plupart du temps, c'est Harris-Benedict, qui est une équation qui date de 1929, dont la précision va varier entre plus ou moins 100, 200, 300, 400 calories en fonction de l'individu. Donc ça, c'est bien dommage, mais ça peut faire en sorte qu'on se rajoute un 2, 3, 400 calories de variabilité sur notre mesure totale. Donc, on se ramasse à avoir quand même une belle étendue là, de calories. J'ai-tu dépensé 2700 ou 2300 ou 3100? Donc, je peux être n'importe où, quelque part là-dedans. Puis d'une journée à l'autre, ça peut varier. Pourquoi? Parce que mon accéléromètre, ça se peut qu'une journée, j'ai fait tel type d'activité qui mesure très bien. Par exemple, je suis allé marcher. L'accéléromètre va bien mesurer la dépense énergétique à la marche. Là, ça fait une bonne job. À la course aussi, ça va faire une bonne job. Mais l'autre journée, je suis allé faire du vélo. Ou l'autre journée, je suis allé faire du yoga. L'autre journée, je suis allé faire un cours de CrossFit. L'autre journée, ça ne veut pas dire qu'on va avoir la même précision pour chacune de ces activités. Donc, on peut avoir une journée qu'on dépense 2300 calories, et c'est un vrai 2300 calories, on est presque dessus. Le lendemain, on dépense 2700. En réalité, on a dépensé 1800. Parce qu'on a fait des activités qui n'étaient pas bien captées par l'accéléromètre, plus l'erreur qu'on additionne avec le métabolisme de repos, et ainsi de suite. Donc, on se ramasse à avoir pas mal de variabilité. Donc, Jean-Patrick, tu poses la question, une montre qui va mesurer le niveau de saturation au poignet, la saturation en oxygène ne nous intéresse pas du tout pour le métabolisme de repos parce que ce n'est pas une quantité d'oxygène. La manière que ça fonctionne, c'est avec des couleurs. Dans le fond, on va mesurer l'atténuation de différents faisceaux de couleurs et c'est ça qui va nous donner une idée si le sang, il y a une plus grande quantité d'oxygène dedans, mais ça nous donne juste, c'est ça, la saturation, un pourcentage. Pour avoir la quantité d'oxygène, bien là, il faudrait avoir un débit. Il faudrait savoir la quantité de sang qui passe et l'information, on ne l'a pas avec un saturomètre. Par exemple, Jean-Patrick, tu pourrais être saturé à 97%, je pourrais être saturé à 98%. Ça ne veut pas dire qu'on consomme la même quantité d'oxygène, ça veut juste dire que nos globules rouges, ils transportent, sont pas mal loadés là, dans la quantité d'oxygène qu'ils sont capables de transporter. Alors, ce n'est pas un plus pour la dépense énergétique, ça peut être un plus à l'effort, au repos, ça peut donner certaines informations, mais ce n'est pas un plus là, pour la dépense énergétique comme telle.
Quand tu dis on doit viser un déficit de 500 calories, ben le 500 calories, c'est limite au-dessus de la variabilité de notre mesure. C'est un peu pour ça qu'on dit on va essayer de créer un déficit de 500 calories parce que si on crée un déficit de 500 calories, c'est pas mal certain qu'on a créé un déficit. C'est pas mal certain que c'est pas un déficit de 500 calories, mais on va être en déficit, fait qu'on devrait perdre du poids. Fait que c'est un petit peu ça. Puis quand ça marche pas, ben c'est là que les approches drastiques, entre guillemets, toujours fonctionnent. Donc, on va dire, ben là, je mange juste 1000 calories, ben c'est sûr que tu es en déficit, peu importe ce que tu fais. Donc là, c'est sûr que tu vas perdre du poids. C'est pas soutenable, c'est pas viable comme tel, mais ça va fonctionner pour la perte de poids comme tel. Fait que le déficit de 500 calories, il est comme par défaut là. En passant, ça n'a rien à voir avec le 3500 calories qui égale une livre de gras. J'en avais déjà parlé par le passé, mais c'est pas du tout vrai que si on est en déficit énergétique de 3500 calories, on va perdre une livre de gras. On va perdre plus de poids que ça parce qu'on va perdre un peu de glycogène, il y a de l'eau qui va partir avec le glycogène, il va y avoir des acides aminés qui vont rentrer là-dedans. C'est beaucoup plus complexe là, que ça. Moi, j'ai jamais vu personne qui a réussi, à créer un déficit flush de 3500 calories sur une semaine et boum, qui a perdu une livre. Donc, on simplifie un petit peu là, notre 500 calories. C'est une valeur intéressante et raisonnable pour s'assurer que potentiellement on est en déficit et qu'il devrait y avoir une perte de poids. Mais on est vraiment lié un peu à la précision de nos outils. Alors, moi, je suis un tripeux accéléromètre. Moi, je suis vendu à ça. Ça fait des années que j'utilise ça. J'avais validé un autre appareil à un moment donné en projet de maîtrise, doctorat. Donc, moi, ça me fascine ça, puis je trouve que c'est hyper intéressant. Pourquoi les accéléromètres, puis dans le cadre justement du balado sur la dépense énergétique, bien, ça devient super intéressant de commencer à quantifier l'activité physique avec un accéléromètre. Pourquoi ça devient intéressant? Bien, le métabolisme de repos, comme je le mentionnais, il est pas mal constant d'une journée à l'autre. Ce n'est pas ça qui va nous dépeigner et qui va tout changer. La thermogénèse alimentaire, si vous mangez à peu près toujours la même chose, la thermogénèse alimentaire va être à peu près toujours la même chose. Puis de toute façon, c'est une dizaine de pourcents. Fait que ça aussi, c'est négligeable. Par contre, l'activité physique, ça peut passer du simple au double sans nécessairement qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est assez fascinant. Quand j'ai des gens en consultation qui reviennent, je vais leur poser des questions. Souvent, je vais leur demander quelle journée tu penses qui était ta meilleure journée, quelle journée qui était ta pire. Ça arrive des fois que les gens l'ont, ils disent ah oui, ma journée la pire, j'ai eu une gastro, j'ai été alité toute la journée, tu te rends compte, effectivement, c'était pas une bonne journée en termes de dépenses énergétiques. Mais des fois que les gens me disent mardi c'était atroce, c'est une journée au travail, j'ai rien foutu de la journée, c'est ma pire journée. Genre, c'est quoi ta meilleure journée? Ils vont me dire samedi c'était ma meilleure journée. Quand on regarde, les deux journées sont à peu près pareilles. Les gens sont à peu près non, ça se peut pas. Ben, ça se peut pas. Samedi, pourquoi ça serait ta grosse journée de dépenses énergétiques? J'ai fait un méga training de fou, là. On a fait un cours, on a fait le snatch, écoute, air bike, écoute, je suis sorti de là, j'avais perdu 10 livres tellement j'avais eu chaud, je marchais pas droite, etc., etc. Fait que c'est clair que j'avais une grosse dépense énergétique cette journée-là, ça c'était ma meilleure journée. Puis la journée que j'ai rien fait, ben, écoute, j'étais au bureau, je suis chargé de projet, puis là, ben, écoute, c'était réunion à droite, réunion à gauche, ça n'arrêtait pas parce qu'on a des pépins, tatata. Puis quand tu regardes le patron, parce que l'accéléromètre nous permet d'avoir vraiment minute par minute tout ce qui se passe. Bon, moi je regarde ça heure par heure, puis là, ben, tu regardes la journée de mardi qui était la journée de réunion, tu te rends compte que ben, il y a eu une très grande quantité d'activité physique modérée, donc à faible intensité. Ou est-ce que c'était pas quelque chose qui donnait une idée du modéré, là? Tu vas promener le chien tranquille, un petit chien, c'est de l'activité physique modérée, là. Fait que c'est pas quelque chose, c'est pas de la course, c'est pas de l'entraînement, là, c'est vraiment relax. Mais il y en a eu beaucoup parce que la personne ben, s'est déplacée d'une pièce à l'autre, elle a monté un peu une marche d'escalier, elle s'est promenée, elle s'est levée pour aller au travail, après ça, ben, elle est revenue à la maison, ben, etc., etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que la personne a bougé dans le courant de la journée. Elle s'est levée à 6 heures parce que ben, c'est une journée de travail. Puis quand tu regardes la fin de semaine, ben, en fin de semaine, la personne s'est levée à 10h30. Après ça, ben, tranquille à la maison, s'est préparé pour aller faire son entraînement qui était à midi et demi, a fait l'entraînement. Après ça, ben, est revenu en après-midi, fait des petites choses à la maison, etc. Le soir, ben,
on s'est fait livrer un petit souper, après ça, on a regardé la télé, parce qu'on était fatigué du gros entraînement. Fait que quand tu fais le cumul de cette journée-là, ben, tu t'es levé genre 4 heures plus tard que ta journée de semaine. Ça, c'est 4 heures où tu n'as pratiquement pas de dépenses énergétiques. Tu es couché à snoozer, là, donc c'est zéro rentable en termes de dépenses énergétiques. Tu as eu ton gros entraînement, mais à part ça, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pratiquement rien. Donc, la personne pense que parce qu'elle s'est entraînée, elle a une énorme dépense énergétique cette journée-là, puis ça marque l'imaginaire. Si tu tombes dans pomme suite à ton entraînement, tu vas te dire, j'ai dû dépenser une quantité astronomique de calories, je suis tombé dans pomme. OK, mais le restant de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand on compare ces journées-là, c'est ça qu'une mesure d'accélérométrie va nous permettre de voir, ça, on va être capable de déterminer si effectivement les gens ils vont bouger plus au moment où ils pensent. Est-ce que l'activité physique est influencée positivement par l'exercice ou négativement? Donc, est-ce que parce que je m'entraîne, je bouge plus ou parce que je m'entraîne, je bouge moins? Puis, je t'entraîne, j'en ai un qui suit le balado qui m'a posé la question. Là, sur un moment donné, j'avais parlé comme quoi il y a des gens qui commençaient à s'entraîner et qui bougeaient moins. C'est des données, moi, c'est une étude qu'on avait faite, je pensais que ça faisait une couple d'années, mais je pense que ça fait 15 ans qu'on avait fait cette étude-là. Fait que en tout cas, j'ai ressorti toutes mes données d'accélérométrie que j'avais depuis plusieurs années. Et puis, j'ai regardé les gens qui s'entraînent, les journées, j'ai comparé la dépense énergétique et l'activité physique lors de jours où les gens s'entraînent versus ce qui ne s'entraînent pas. Et c'est à peu près pareil. Donc, quand on prend la moyenne, là, puis j'ai peut-être une couple de centaines de participants, il n'y a pas plus de dépenses énergétiques. En tout cas, dans mon échantillon, ce n'est pas systématique que les gens bougent plus les journées qui s'entraînent, puis qui bougent moins les journées qui ne s'entraînent pas. Donc, c'est pas mal un melting pot, c'est pas mal un mix. Andrés, avec le télétravail, on est pas mal inactif. C'est encore drôle. C'est encore drôle, hein? C'est très polarisant le télétravail. Là. Il y a des gens qui sont beaucoup plus actifs en télétravail. Quelqu'un que je connais très bien en télétravail, elle travaille, part une réunion, après ça, tout de suite après, elle s'en fait une brassée de lavage, tout de suite après, elle s'en fait des commissions à la pharmacie au coin à pied, puis elle revient, continue à travailler. Donc, toutes ces petites affaires-là, ces petits déplacements-là que cette personne-là fait durant la journée en télétravail, elle ne les faisait pas quand elle travaillait au bureau, où est-ce qu'elle était pris à son bureau, puis les gens rentraient et sortaient de son bureau pour les réunions. Donc, c'est pas systématique qu'en télétravail, on bouge moins. Moi, mes mesures d'activité physique sont constantes. Donc, que je sois en télétravail, par exemple, que j'enseigne à distance ou que j'enseigne en présence. Pour moi, ça ne change rien. Même, je dirais qu'il y a une petite tendance pour bouger un peu plus quand j'enseigne à distance. Puis la raison est simple. Quand j'enseigne, soit que c'est au Cégep du Vieux-Montréal, soit que c'est à l'Université d'Ottawa. Les journées que j'enseigne à l'Université d'Ottawa, moi, j'enseigne debout puis je me promène dans la classe. Donc, moi, là, je traverse la classe de haut en large, à droite à gauche. Pour faire les diagonales, j'en ferai. Mais j'ai 2 heures de voyagement aller, 2 heures de voyagement retour. Fait que j'ai 4 heures de temps sédentaire assis dans l'auto. Fait qu'au total, je ne bouge pas nécessairement plus. Je vais y revenir après ça. Quel exercice faudrait faire au minimum pour être considéré actif? Je m'en vais vers ça dans pas tellement longtemps, Andrés. Donc, Alexandre, en perte de gras, est-ce que la graisse viscérale est généralement oxydée au même rythme que la graisse sous-cutanée? Ça, c'est particulier. Non, ce n'est pas exactement les mêmes processus parce que au niveau de la mise en circulation des gras comme tel, c'est pas tout à fait la même chose au niveau de la périphérie puis au niveau central. Donc, il y a des petites différences. Il y a des gens qui peuvent être un peu meilleurs dans une ou l'autre des catégories de gras comme tel. Dans l'ensemble, c'est pas si important parce qu'en présence d'un déficit énergétique important, et ce déficit énergétique important-là, il n'y a pas besoin d'être une journée. Donc, si je cumule, par exemple, sur un an, un déficit énergétique de 70 000 calories, la perte de poids va se faire, il va y avoir une perte considérable au niveau du gras viscéral, une perte considérable au niveau sous-cutané, mais d'une personne à l'autre, ça pourrait être légèrement différent. Mais habituellement, ce n'est pas un souci énorme dans le processus de perte de poids comme tel, parce que dans les deux cas, les personnes doivent être en présence d'un déficit énergétique et la priorité, c'est est-ce qu'on est capable
planifier un déficit énergétique qui est viable. Donc, est-ce que notre planification du processus de perte de poids est viable? Est-ce que la personne va adhérer? Et c'est ça qui va être un plus gros facteur, dans le fond, dans la mobilisation du gras viscéral que du gras cutané, sous-cutané, parce que si je dis n'importe quoi, mais si on découvrait que faire des abdominaux, ça mobilisait le gras viscéral, ben, faire 400 abdos, le coût énergétique de ça, l'impact, la quantité de gras qui sera oxydé, c'est des petits grammes, là. C'est même pas un vrai gramme, c'est des petits grammes. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être intéressant là, ou comme tel, ou qui va modifier notre approche. Là. Les écarts sont pas si importants pour la majorité des gens. Donc, j'espère que ça répond un petit peu à Alexandre. Je sais que c'est un topic, là, c'est une thématique qui est bien intéressante là, de cibler. J'ai vu sur Choral, entre autres, là, un forum de questions, là, que ces temps-ci, il y avait pas mal de questions justement là, sur cibler le gras viscéral versus le gras sous-cutané. En tout cas, moi, je n'irai pas trop m'aventurer là-dessus. Je pense pas que les écarts vont être si importants que ça pour justifier une intervention X ou Y. Là. Moi, ça ne serait pas mes déterminants principaux là, dans mon approche de dire qu'est-ce qu'on va cibler plus. Là. C'est vraiment, est-ce qu'on est capable de soutenir le déficit énergétique? Est-ce qu'on est capable de modifier les habitudes de vie pour que ça soit durable et que notre perte de poids soit efficace? Ça va être ma priorité parce que si je réussis une intervention X qui fait perdre bien du gras viscéral, mais que la personne ne la fait pas, ou que la personne n'est pas capable de la suivre, ça ne marchera pas là, comme tel. Donc, Andrés, pour ta question, qu'est-ce qu'il faut faire minimum pour être actif? C'est bien que tu poses la question sur le télétravail. J'ai ressorti une bonne vieille étude qui est quand même assez récente. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, ceux qui sont seulement en audio, désolé pour ça, je ne m'éterniserai pas sur ça comme tel, mais sur les graphiques, mais c'est une superbe étude, c'est colossal. Ça, c'est l'étude d'une vie, une grosse méta-analyse. Ils ont à peu près 1 million de sujets. Donc, 1 million de participants là, qui ont regroupé à travers différentes études, puis ils ont regardé, dans le fond, l'impact du temps assis, donc la sédentarité, et du temps de télévision sur la mortalité précoce, toutes causes confondues. Donc là, on parle de la dépense énergétique, les compartiments de la dépense énergétique. On met l'emphase sur l'activité physique. Puis là, on regarde l'activité physique en lien avec des éléments de la sédentarité, soit regarder la télé ou être assis au travail. Et ce qui est vraiment, vraiment fascinant là-dedans, en tout cas, encore une fois, laissez-moi savoir si vous ne voyez pas bien là, les deux figures, là, mais la figure du haut, vous allez voir des mètres-heures par semaine. Vous allez voir des quartiles, donc plus de 35,5 mètres-heures par semaine. Puis le quartile le plus faible, c'est en bas de 2,5 mètres par heure par semaine. Donc peut-être que ça ne vous dit rien des mètres-heures semaine. Moi, je suis un peu plus habitué avec des mètres minutes par semaine, mais qu'est-ce qu'on voit sur ces graphiques-là? C'est que si on prend quelqu'un, vous êtes possiblement familier avec les 150 minutes d'activité physique par semaine qu'on recommande de faire au Canada. Mais les 150 minutes d'activité physique par semaine d'intensité modérée ou vigoureuse, c'est environ le deuxième quartile en partant de la droite. C'est à peu près un petit peu moins que 16 mètres-heure par semaine. Alors, si on regarde quelqu'un qui va être assis plus que 8 heures par jour et qui va rencontrer les recommandations canadiennes en matière de pratique régulière d'activité physique, va avoir un rapport de risque sur la mortalité supérieur à 1,2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, avant que je perde tout le monde parce que je parle de statistiques? Un peu plus qu'un 1,2, ça veut dire qu'on augmente le risque de mortalité précoce de près de 20%. Donc, un peu plus de 20%. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve ça assez inquiétant parce que 8 heures assis par jour, c'est beaucoup, mais c'est atteignable. C'est pas moi, je vais monter l'Everest. Écoute, monter l'Everest, c'est beaucoup et c'est pas atteignable pour tout le monde. 8 heures assis dans sa journée, c'est beaucoup, mais c'est pas mal atteignable pour une majorité de gens. Et ça veut dire que même si je fais assez d'activité physique, donc si je mesure avec mon accéléromètre, là, puis ça me dit que j'ai assez de minutes actives dans ma semaine,
mais que je suis assis 8 heures ou plus par jour, ben, mon espérance de vie devrait être écourtée, statistiquement parlant, parce que je suis trop assis. Donc ça, c'est assez... là, vous allez dire 20%, c'est pas si pire. Mais si vous regardez, puis c'est ce qui est vraiment fascinant, en tout cas, je parle pour moi, mais bon, si vous regardez à 35,5 mètres à l'heure par semaine, donc notre quartile de gauche, on va avoir, lorsque quelqu'un va être assis plus de 8 heures par jour, on va avoir quand même un rapport de cote, un rapport de risque qui est plus élevé que 1. Donc, on est à peu près à 1,05 là. Donc, même si je réussis à faire 35,7 mètres heure par semaine, j'ai quand même un risque accru de mortalité si je suis assis 8 heures ou plus. Ça a l'air de quoi 35,5 mètres heure par semaine? Ça représente à peu près 213 minutes de jogging à 10 km/h par semaine. Donc, ça fait 3,6 heures de jogging à 10 km/h pour un individu moyen dans ta semaine. Donc, si tu complètes ça, puis que tu es assis 8 heures par jour ou plus, tu as quand même un risque plus important de mourir avant le temps. C'est assez phénoménal parce qu'on s'entend que courir 3,6 heures à 10 km/h à chaque semaine, c'est pas la majorité de la population canadienne parce que en 2009 de mémoire, c'était à peu près 15% des Canadiens qui rencontraient les recommandations du 150 minutes d'activité physique par semaine. Donc ça, c'est notre avant-dernière, la deuxième catégorie en partant de la droite. Alors, si vous regardez ça, si je suis assis plus de 8 heures par jour et que j'atteins les recommandations, bien, c'est notre 20% de tantôt. Donc, c'est quelque chose, c'est considérable. Puis si on ajoute à ça la télévision, donc malheureusement, on n'a pas d'analyse croisée qui combine temps assis plus télé. Mais si vous regardez la télé, là, quelqu'un qui n'atteint pas les recommandations canadiennes, donc à peu près 85% de la population canadienne, et qui écoute plus de 5 heures de télé. Et à ça, il y en a qui vont même rentrer le temps d'exposition à un écran, donc écrasé devant un ordinateur. Ça pourrait avoir des effets similaires. Mais si vous regardez, on se rapproche du 2 pour le rapport de risque. Donc ça, c'est une augmentation quand même assez importante. On parle d'une augmentation de 100% du risque de mortalité précoce, toutes causes confondues. Donc, c'est assez élevé comme élévation, juste parce qu'on écoute la télé, et il faudrait voir la combinaison du temps assis plus la télé si ça augmente davantage. Pour vous donner une idée, là, c'est à peu près la moitié du risque qu'un fumeur actif a de mourir avant le temps. Donc, c'est quand même considérable. Et tout ça parce que la personne ne bouge pas. Alors, pour faire un lien maintenant avec la dépense énergétique, puis sa mesure, ça devient très important d'essayer de quantifier son activité physique parce que c'est facile de tomber dans un patron sédentaire. C'est facile, même si on s'entraîne. Et c'est ça là, qui est vraiment pernicieux, c'est qu'on peut faire suffisamment d'activité physique et être trop sédentaire. Donc, André, si on marche seulement à tous les jours, 1 heure max, environ 7000 pas, ça semble correct. Tu vois, si tu marches d'un bon pas, 1 heure à tous les jours, ça va te faire, mettons, 7 heures de marche. Si c'est relax, 7 heures de marche, c'est à peu près 3 mètres. Fait que si tu fais 7 x 3, ça va te donner dans la catégorie du 21. Fait que si sur le graphique, là, c'est à peu près 21 mètres heure par semaine que tu iras atteindre, ce qui est intéressant, là, donc c'est beaucoup, sauf qu'il faut voir est-ce que, effectivement, quelqu'un va marcher 1 heure à tous les jours, ou si c'est tous les jours de semaine, ou chaque 2 jours, ou etc. Donc, il faut le compiler. Mais c'est là qu'avec, par exemple, un fitness tracker, là, donc un accéléromètre, on peut arriver justement à quantifier ça puis à voir les patrons. Et c'est ça qui devient intéressant parce qu'on peut voir dans la plupart des applications, comme moi quand je fais une mesure détaillée, je vois les moments où les gens sont sédentaires, je vois les moments où les gens sont actifs et on peut identifier la période de la journée, le moment dans la semaine où les gens sont le plus actifs, où les gens sont le plus sédentaires. Puis on peut également calculer si leur activité physique augmente ou réduit
leur risque de mortalité précoce. Donc, c'est là que la mesure devient super importante. On ne peut pas juste se fier à sa perception et de voir les suivis. Donc, moi, dans un premier temps, quand on parle de données qui viennent d'un accéléromètre, d'une Fitbit, d'une Garmin, d'une Polar, etc., bien, j'aime bien comparer les jours de semaine avec les jours de fin de semaine. Donc ça, c'est une des premières comparaisons, de voir est-ce que la personne est plus active ou plus sédentaire la semaine, la fin de semaine. Puis je vais toujours chercher à corroborer ça avec ce que la personne me dit, sa perception. Donc il y a beaucoup de gens qui vont me dire, moi, à cause du travail, je ne peux pas être plus actif. Puis quand tu compares, ben, mettons que la personne travaille du lundi au vendredi, tu regardes la moyenne pour son lundi au vendredi, puis la moyenne pour sa fin de semaine, puis la personne est plus active du lundi au vendredi que la fin de semaine. Fait que si la personne me dit qu'à cause du travail, elle ne peut pas bouger plus, bien, quand elle ne travaille pas, en l'occurrence la fin de semaine, comment ça se fait qu'on n'observe pas une augmentation de la dépense énergétique? Pourquoi la personne ne bouge pas plus la fin de semaine? La plupart du temps, ben, les gens vont se lever plus tard, les gens vont avoir des tâches un peu plus sédentaires, des activités ludiques un peu plus passives. Alors, on ne sera pas nécessairement plus actif. Donc, la perception, c'est que le travail est un frein à la dépense énergétique, alors que ce n'est pas le cas, c'est un moteur de dépense énergétique dans ce cas-là. Donc ça, c'est une comparaison qui est très intéressante à faire. Donc semaine, fin de semaine, les jours de travail ou les jours de congé, là, si jamais on n'a pas un horaire du lundi au vendredi. Et aussi comparer les jours où on s'entraîne versus les jours où on ne s'entraîne pas. Donc, puis essayer de comprendre. Ça se peut que ce soit correct de dépenser moins de calories une journée qu'on ne s'entraîne pas, comme ça se peut que ce soit correct de dépenser moins de calories une journée qu'on s'entraîne. C'est pas tellement qu'il y ait de la variabilité au niveau de ces journées-là que de ne pas le savoir. Donc, en termes d'activité physique, on est souvent influencé, on est souvent marqué par des activités précises ou des moments précis, des choses qui vont un peu marquer l'imaginaire. Donc, je donnais tantôt l'exemple de j'ai fait un entraînement, puis là, ben, je suis tombé dans les pommes. Bien, ça nous marque, puis ça, on va catégoriser cette journée-là comme une grosse dépense énergétique. Puis toutes les petites choses du quotidien, bien, ça ne s'imprègne pas bien dans notre mémoire. Donc, le fait que je sois allé acheter 2 litres de lait au dépanneur, puis que je sois allé un petit peu plus loin parce qu'il n'y avait pas la marque de lait que je voulais à ce dépanneur-là, puis j'ai marché un 5 minutes de plus, moi, je n'enregistre pas qu'aujourd'hui, je vais avoir une dépense énergétique plus élevée parce que je suis allé acheter du lait à l'autre dépanneur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va me marquer comme tel. Si par contre, aujourd'hui, j'ai eu à courir parce que il y avait de la pluie, puis j'étais stationné, puis là, ben, j'ai couru pour aller jusqu'à l'auto, puis j'étais stationné loin, puis là, j'ai trouvé ça tough. Ben là, je vais dire, ah, aujourd'hui, j'ai couru, puis j'ai couru une méchante shot, là, j'étais essoufflé, puis il y avait de la pluie, puis ça a été tough, puis je traînais des sacs en même temps que je courais. Mais là, ça va me marquer. Et c'est après, je suis allé m'installer dans l'auto, puis j'ai fait 3 heures d'auto. Ben, le 15 minutes de course à la pluie qui va m'avoir marqué, ben, je ne contrebalancerai pas en me disant oui, mais j'ai fait 3 heures d'auto après. Donc, on est facilement influençable par des choses ponctuelles, des choses qui punchent. L'exercice, c'est un élément clair qui punch. Là, vous le savez quand vous vous entraînez parce que ben, vous faites l'effort, c'est difficile. Donc, ça s'enregistre dans le cerveau comme grosse dépense énergétique, ce qui n'est pas toujours le cas. Je prends l'exemple de la musculation. Je l'ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais la musculation, ça peut être très difficile, ça peut être très exigeant, mais ce n'est pas très énergivore, ça ne coûte pas tant de calories que ça. Donc, on ne dépense pas énormément de calories lorsqu'on va s'entraîner en musculation. Ça ne veut pas dire que la musculation, c'est pas bon, ça ne veut pas dire que c'est pas efficace, ça veut juste dire que ça ne coûte pas énormément de calories et c'est pas quelque chose qui va avoir un gros impact sur notre dépense énergétique totale. Pourtant, quand on fait de la musculation, puis si je ne suis même pas capable d'enlever mon chandail après avoir fait une séance de musculation parce que j'ai les bras qui ne lèvent plus, dans ma tête, j'ai dépensé beaucoup de calories. Mais aller promener le chien pendant 1 heure et demie, c'est fort probable que ça risque d'être une dépense énergétique plus importante que mon entraînement de musculation biceps-triceps qui a fait en sorte que je suis épuisé et que je ne suis plus capable d'enlever mon chandail. Alors, ça, c'est des éléments importants qui, entre autres, lorsqu'on va commencer à mesurer, bien là, on va le voir. Puis c'est là que ça amène ça nous remet un petit peu dans le visage la réalité. Et c'est pas rare que j'ai des gens que je vais leur dire, voici le topo. Donc moi, je vois, il y a trop de temps sédentaire là, pas assez d'activité physique là. Là, l'activité physique, elle me semble être problématique parce que les 2 jours après l'entraînement, il y a moitié moins d'activité physique dans la journée. Donc, je pense qu'il y a une compensation qui se fait là.
Puis là, les gens disent, ouais, mais je peux pas changer ça. Ouais, mais ça, là, je peux pas changer. Fait que les gens disent, ben ça, je peux pas le changer. Fait que moi, je leur réponds tout le temps, ben si tu peux pas changer ça, ben ta composition corporelle, elle ne changera pas. Ta récupération, elle ne changera pas. Si je te dis que tes entraînements, ils ont l'air de t'épuiser parce que ça te prend 2 jours pour te remettre à bouger, si tu me dis, ben moi, je veux pas changer ça, ben ça se peut que tu réussisses à t'adapter puis que tranquillement ça progresse, mais ça se peut aussi que tu t'adaptes pas puis que tu comprennes pas comment ça se fait que ça marche plus. Donc changer le quotidien, c'est super difficile. Puis si on n'a pas une mesure objective, c'est encore plus difficile. Parce qu'on ne peut pas juste travailler avec les perceptions pour modifier notre quotidien comme tel. Donc, c'est vraiment complexe, c'est pas facile. Puis pendant trop longtemps, on a fonctionné avec une mauvaise définition de l'activité physique, en pensant que c'est uniquement l'exercice, ou pour les Européens, là, du sport. Moi, j'ai un ami français qui dit tout le temps, ah, toi, t'es coach de sport. Je dis, non, non, moi, je travaille pour augmenter l'activité physique. Je me dis, oui, c'est ça, coach de sport. Non, 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 oui, j'entraîne des sportifs, là, mais la plupart de ma clientèle, c'est des gens qui font de l'activité physique. Puis même les sportifs, on travaille leur activité physique pour aider leur exercice et leur sport. Donc, des athlètes qui ont un déficit énergétique relatif problématique, mais on va jouer avec l'activité physique dans la journée pour réussir à mobiliser suffisamment de ressources pour récupérer. Donc, c'est à peu près la même stratégie, par exemple, que quelqu'un qui veut perdre du poids, là, mais un peu à l'inverse. Donc, il y a plein de choses intéressantes, mais c'est ça, il faut avoir la bonne définition de ce que c'est. Puis l'autre point, mais c'est ça, c'est pendant trop longtemps, on s'est fié puis encore aujourd'hui, on se fie beaucoup à nos perceptions et on considère encore un peu, je pense qu'il y a 2 extrêmes, donc les accéléromètres et les fitness trackers, on les considère encore comme soit une bébelle qui est le fun, qui est cute, ou soit quelque chose qu'on ne jure que par ça. J'ai des gens qui me disent, ma montre, elle me dit 3300, ça veut dire que j'ai dépensé 3300. Moi, il y a plusieurs années, j'avais déjà testé une Polar, puis j'étais 1000 calories en surestimation de ma dépense énergétique totale versus ce que j'avais réellement dépensé, là, mesuré avec mon autre appareil. On peut être facilement dans le champ comme tel. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des éléments là-dessus sur dépenses énergétiques. Moi, j'ai couvert un petit peu, là, j'avais plein de choses à droite, à gauche, là, mais je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient que j'aborde plus spécifiquement une thématique. Il me reste encore un petit peu de temps. Sinon, c'est rare que j'en fais, mais je vais me permettre une plug. J'ai relancé ma formation en bioénergétique sur la saine gestion du poids. Et je l'ai faite cette fois-ci, c'est en format mentorat. Avant, c'était avec des cohortes, donc on avait des webinaires fixes à certains moments. Et certaines personnes trouvaient ça contraignant un peu, puis ne pouvaient pas en même temps que les cohortes, etc. Fait que j'ai décidé de la relancer en format mentorat, c'est-à-dire comme une relation 1 à 1. Alors, quand les gens vont s'inscrire à la formation, c'est une formation qui est faite à la fois en préenregistré puis à la fois en direct. Donc, il y a à peu près 14 heures là, de formation comme telle. Et puis, dans le fond, la formation proprement dit, ben, on va vraiment parler, approfondir la dépense énergétique, la régulation de la balance énergétique, donc ce qu'on a parlé un peu aujourd'hui. Puis, ben, les webinaires, au lieu d'être en groupe, ben, c'est 1 à 1. Fait qu'on va vraiment approfondir en fonction de votre bagage, de votre expérience. Et s'il y en a qui écoutent puis qui interviennent auprès de gens pour la gestion du poids, ou même dans certains athlètes pour la récupération, ça peut s'appliquer aussi, ben, on peut prendre plein de directions différentes parce que c'est pas en groupe, donc c'est vraiment sur une base individuelle. Donc, je l'essaie, je vais voir ce que ça donne comme tel. Et puis, ben, étant donné que je fais une plug, ben, tu sais, je vous remercie aussi un peu d'être là. Bien, j'ai fait un code promo qui est BALADO, B-A-L-A-D-O. Si vous souhaitez acheter la formation en bioénergétique, ben, ça va vous donner un 35% de rabais. Donc, comme ça, gentiment, spontanément. Alors, si vous allez sur drkin.com dans la section formation, puis vous regardez pour la formation bioénergétique 1, bien, si vous la choisissez puis vous rentrez balado, bien, ça va vous donner 35% de rabais sur cette formation-là que honnêtement, j'aime beaucoup. Et bon, j'ai des médecins, j'ai des nutritionnistes, j'ai des kins, j'ai des entraîneurs, j'ai des entraînés qui l'ont suivi puis qu'ils ont pas mal apprécié. Fait que je pense que c'est intéressant.
Camille, j'avais jamais réalisé à quel point mon moyen de transport, marche, métro, bus et vélo, avait une influence sur ma dépense énergétique avant d'avoir une voiture. Pas de changement au niveau de mon entraînement, mais changement négatif au niveau de ma composition corporelle. La facilité n'est pas toujours la meilleure option. Exact. Ça, je l'avais fait, j'en avais déjà parlé aussi, mais je l'avais fait à un moment donné, quand je travaillais à Sainte-Justine. J'avais pas renouvelé mon contrat avec ma voiture. Fait que j'avais vraiment mesuré l'impact de ma dépense énergétique quand j'avais une voiture pour me rendre à Sainte-Justine et quand j'avais pas de voiture puis je faisais un transport en commun. Et c'est ça, j'avais calculé quelque chose comme 4 kilos là, de prédiction de changement de poids là, comme tel avec l'écart là, sur un an. Alors, c'est habituellement à peu près ça. Euh, c'est clair que ça a un impact, surtout, Camille, je ne me trompe pas, tu avais entre autres pas mal de vélos, Montréal-Rive-Sud aussi pendant un certain temps, qui est une dépense énergétique considérable comme telle. La bonne nouvelle, ou en tout cas, je ne suis pas sûr que tu vas appeler ça comme une bonne nouvelle, c'est que ben, ça va se stabiliser parce que ta prise de poids va faire que ta dépense énergétique va augmenter. Pas tant le métabolisme de repos, mais le fait que le moins d'activité physique que tu fais, si tu es plus lourde, ben, ça va te coûter plus cher comme dépense énergétique et éventuellement, tu vas arriver à un autre statu quo. Le problème, c'est que pour la plupart des gens, puis te connaissant, tu ne seras pas satisfaite non plus, mais ce nouveau statu quo-là est habituellement à une composition corporelle que les gens n'apprécient pas. Donc, il faut retrouver un nouveau statu quo, mais un petit peu plus bas. Donc, il faut chercher à élever là, la dépense énergétique. Et c'est là, moi, que je ne dis pas que je ne jure que par ça, là, mais l'utilisation d'un fitness tracker, ça va permettre de dire où est-ce que je peux augmenter, puis ça nous permet de faire des expériences. Aujourd'hui, je vais essayer d'être moins assis, puis je veux voir est-ce que ça change ma dépense énergétique associée à mon activité physique. Est-ce que je vais faire plus de minutes actives parce que j'enlève la chaise de mon bureau, par exemple, ou si je pars 15 minutes plus tôt pour aller au travail, puis je vais prendre une marche de 15 minutes autour de mon lieu de travail, est-ce que ça a un impact notable? Et c'est de vraiment noter ça, de voir c'est quoi l'impact, puis qu'est-ce qui est faisable, pas faisable. En expérimentant comme ça, on peut trouver des stratégies là, individuelles, personnalisées, pour chercher à revenir à une valeur précédente. Puis quand tu as beaucoup de mesures, ben, tu sais qu'est-ce que tu faisais comme activité physique avant. Puis là, tu peux avoir l'objectif de, ben, il faut que je remonte à ça parce que quand j'étais à ma valeur avant, ma composition corporelle, je l'aimais bien, je trouvais ça correct, tout était beau. Ben, si je remonte à ça, les probabilités sont que ma composition corporelle devrait revenir à peu près pareil. Si, entre autres, puis ça pourrait faire l'objet d'un autre balado, mais si, entre autres, si ma capacité aérobie n'a pas trop changé, parce que ça aussi, c'est un. Puis si ma masse maigre n'a pas trop changé aussi, parce que ce sont des régulateurs de l'appétit. Donc, merci Camille pour le commentaire. Xavier, par curiosité, est-ce que le type et la taille de muscles sollicités peut faire une différence significative dans les calories brûlées à la fin d'une séance? Ben, c'est pas tant la. Oui, puis non comme tel. C'est que la dépense énergétique va être fonction de la charge que tu as déplacée et en réalité va être fonction du travail réalisé. Donc, le travail en musculation, on va le déterminer avec bon, la charge, sur quelle distance c'est déplacé, puis combien de fois, puis la gravité. Et ça va nous donner des joules. Donc, c'est sûr que si sur un entraînement de biceps-triceps, tu fais autant de joules que sur un entraînement de jambes, la dépense énergétique va être à peu près pareille. C'est pas tout à fait vrai parce que ben, le rendement, l'efficacité des fibres musculaires n'est pas tout à fait le même. Donc, il y a des fibres de type 1 qui vont être très efficaces, des fibres de type 2 qui vont être un peu moins efficaces, des types 2X qui vont être encore moins efficaces, etc. Fait que c'est sûr que le recrutement neuromusculaire va avoir un impact sur l'efficacité énergétique du muscle, mais c'est négligeable. Donc, c'est pas parce que j'ai un muscle qui est inefficace, j'ai dépensé 400 calories sur un entraînement, puis parce que j'ai un muscle efficace, j'en ai dépensé 100. Donc, c'est vraiment là, on s'en fâche d'un fleur du tapis. Donc, c'est pas tant le muscle ou les muscles impliqués qui vont avoir un impact sur la dépense énergétique que la charge soulevée. Donc, plus on va lever pesant sur une grande distance, bien, plus le coût énergétique va être élevé. Alors, ben, c'est sûr qu'avec les bras, d'habitude, on va lever moins pesant sur une distance, je dirais, égale ou sur certains exercices supérieurs à des mouvements pour les membres inférieurs. Fait que, tu sais, c'est de voir, c'est de faire le calcul, mais habituellement, plus les masses musculaires sont importantes,
plus la charge déplacée est importante et la distance, moindrement qui n'est pas pire, ça va nous donner une grosse dépense énergétique, mais ce n'est pas énorme. T'sais, amusez-vous à faire le calcul. Dans le fond, pour mesurer le travail, on prend la charge en kilos avec la distance en mètres, fois le nombre de répétitions, le nombre de séries, fois la gravité, là, fait 9,87 pour la gravité. Et tout ça, quand on multiplie le tout ensemble, ça va nous donner des joules, pas des kilojoules, des joules. Et une joule, c'est pas grand-chose parce qu'une petite calorie, c'est à peu près 4,2 joules. Donc, ce qui veut dire qu'une calorie, comme on parle, c'est 1000 petites calories. Donc, on s'entend que ça ne fait pas grand-chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle notre travail mécanique. Et c'est pas tout à fait le travail métabolique parce qu'on n'est pas efficace à 100%, on gaspille toujours de l'énergie. Mais si on met, mettons, un rendement de 50%, vous allez voir, là, c'est vraiment minime, là, c'est décevant la dépense énergétique associée à la musculation. Puis je vous promets, je vais probablement faire un petit entraînement de TRX prochainement avec mon analyseur de gaz, là, où si jamais il y en a qui s'intéressent, là, puis qui sont disponibles, il y a un petit endroit d'entraînement à l'extérieur dans Griffintown, là, en dessous d'un pont. Si jamais il y a des gens qui peuvent se rendre là, puis qui sont quand même pas pires là, pour exercices TRX, poids du corps, etc., là, vous pourrez m'écrire. Je serais pas mal intéressé là, à faire une petite mesure de dépense énergétique là, sur ces exercices-là, faire un petit entraînement juste pour quantifier la dépense énergétique. Fait que, pour voir, là. Fait que Power Clean Valérie, 60 kg, 1,5 m x 10 x 9,87, ça va te donner des joules. Et tu vas avoir les joules. Puis si tu calcules le temps que ça te prend pour partir d'en bas jusqu'en haut, tu peux avoir aussi des watts, parce que des watts, c'est des joules par seconde. Fait qu'on pourra s'en parler si tu veux. Donc, Andrés, avec l'âge, on perd de la masse musculaire, alors on doit augmenter l'activité physique. Mais ça, c'est ce qu'on observe au niveau des populations. Ça ne veut pas dire que tout le monde perd de la masse musculaire en vieillissant. Quelqu'un qui s'entraîne pourrait théoriquement avoir plus de masse musculaire à 60 ans qu'il y en avait à 20 ans. Donc, ça, c'est pas impossible. C'est quand on observe les tendances au niveau de la population, on voit la diminution au niveau de la population de la masse musculaire. Mais tu sais, 1 kg de muscle, c'est à peu près 13 à 16 calories par jour. Fait que c'est pas énorme. Fait que si pour compenser, on augmente l'activité physique, fais un détour quand tu promènes le chien, puis c'est facilement compensé, là. Par contre, ce qu'on remarque avec le vieillissement, il y a une grosse diminution de la dépense énergétique associée à l'activité physique. Il y a une grosse baisse de l'activité physique. De mémoire, là, c'est après 60 ans ou 70 ans, là, il y a une chute drastique, là, mais vraiment, vraiment épouvantable, là, de beaucoup de minutes, beaucoup de calories, là. Et ça devient problématique pour faculté cognitive, prévention de plusieurs maladies, etc., etc., là. Donc c'est ça. André, si on veut s'entraîner 60 minutes, par exemple, cause du travail, c'est mieux de s'entraîner 3 fois 20 minutes ou une fois 60 minutes. Bien, c'est dur de répondre à ça. Si c'est pour la dépense énergétique, on s'en fout un peu. Je veux dire, ben, l'entraînement qui va faire que tu vas dépenser le plus de calories, si c'est 3 fois 20 minutes ou une fois 60, ça va être celui qui va te faire dépenser le plus de calories. Après ça, c'est de voir l'impact sur ta journée. Si tu as un entraînement de 60 minutes, puis tu dépenses 10 calories minute, fait que 600 calories, puis le restant de la journée, tu es comateux, puis tu as une diminution de 800 calories de ta dépense énergétique habituelle parce que tu ne fous rien, ben c'est un entraînement qui te fait finir à moins 200. Donc, c'est pas intéressant. Si tu fais 3 fois 20 minutes, tu dépenses un petit peu moins de calories à chaque fois, mais le restant de la journée, ça fait que tu augmentes de 200 calories ta dépense énergétique comparativement à ce que tu fais d'habitude. Ben là, tu te ramasses dans le plus, puis c'est plus intéressant. Alors, en termes de dépenses énergétiques, moi, je ne vois plus l'entraînement comme une dépense énergétique. C'est-à-dire que je ne vois pas ça comme un vecteur de dépense énergétique. L'entraînement, je vois ça comme un outil super pertinent et efficace pour améliorer les qualités physiologiques entraînables. Tu veux devenir plus fort, plus puissant, plus rapide, plus agile, plus endurant, meilleure capacité aérobie, etc. Et après ça, on va convertir ces qualités-là, ces aptitudes-là, dans ton quotidien pour que tu sois plus actif, pour que tu bouges plus sur 24 heures. Donc, c'est plus comme ça que je vois ça. Donc, moi, en perte de poids, je ne travaille pas avec l'entraînement pour perdre du poids. Je travaille avec l'entraînement pour améliorer la condition physique. Puis avec cette condition physique-là, on fait un transfert pour améliorer l'activité physique sur 24 heures puis augmenter la dépense énergétique.
Alexandre, l'utilisation d'une veste lestée durant la marche ou la course considérable, ben, ça se calcule. Si tu regardes, dans le fond, c'est toutes des multiplications. Fait que si tu augmentes ton poids de 10%, tu vas augmenter à peu près ta dépense énergétique de 10%. À peu près. Fait mathématiquement, là, on va être assez proche. Physiologiquement, c'est pas tout à fait ça parce qu'on peut changer notre patron de marche, notre efficacité peut changer aussi un peu. Fait qu'il y a des petites variables, là, mais dans l'ensemble, là, pour nos besoins de précision, juste de travailler là, avec, de dire, ben, si j'augmente mon poids de 10%, je devrais augmenter ma dépense énergétique de 10% si je fais le même effort. Et le problème qu'on observe avec la veste lestée, entre autres, c'est qu'il y a un effet psychologique. Les gens trouvent ça un peu plus pénible de faire l'activité. L'activité est effectivement plus difficile et ils ont tendance d'en faire un petit peu moins. Donc, si d'habitude, je dis n'importe quoi, tu faisais 20 minutes à 70% de ta VO2 avec la veste lestée, ben si là tu rajoutes ta VO2, pardon, tu rajoutes la veste lestée, ta VO2, ben tu vas utiliser un pourcentage un peu plus élevé parce que c'est plus dur. Et là, tu vas faire 17 minutes. Fait que, est-ce que l'augmentation de la veste a permis de dépenser plus de calories étant donné que tu as potentiellement réduit ton temps ou même réduit ta vitesse, tu as commencé à marcher plus lentement parce que c'était plus dur. Fait que c'est vraiment à considérer si l'ajout de la veste lestée fait en sorte que tu augmentes la difficulté de ton activité puis tu augmentes la sollicitation de cette activité-là. Moi, je ne suis pas un fan de la veste lestée pour des activités de marche ou de course. Je préfère que les gens courent plus vite ou plus longtemps, ou marchent en montant une côte, etc., que d'utiliser la veste lestée. Simplement, moi, bon, il y a une question d'impact, une question de confort, puis au niveau psychologique aussi là, que ça joue. Là. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait voir. Tu sais, je vais utiliser une veste lestée si quelqu'un a, par exemple, euh, veut faire l'ascension du Kilimanjaro, puis on veut travailler sa résilience, donc la composante psychologique, ben je vais aller faire marcher sur le Mont-Royal à pluie, au vent, avec une veste lestée, vraiment pour l'écœurer. Le but, c'est pas physiologique, c'est psychologique, là, pour vraiment dire, OK, là, quand tu as des conditions de marde, là, ben, est-ce que tu es capable de continuer à faire un effort? Donc, c'est plus ça. Laurie, est-ce que l'action du système hormonal est négligeable dans le calcul de la dépense énergétique? Par exemple, le niveau de cortisol, oui, c'est vraiment les hormones qui vont avoir le plus gros impact sur la dépense énergétique, c'est les hormones thyroïdiennes. Et c'est dans des cas pathologiques. Donc, vraiment, l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie, ça va vraiment avoir on parle d'un impact sur le métabolisme de repos de 10, 12, 15% peut-être, là, soit en plus, soit en moins. Ensuite de ça, il y a la leptine aussi qui peut jouer un petit peu. Lorsqu'on est en présence d'un déficit énergétique important, ça va justement influencer les hormones thyroïdiennes et ralentir un peu le métabolisme de repos. Donc ça, c'est aigu, c'est à très court terme. Les calories rentrent, le métabolisme, il repart. Mais le cortisol a très, très peu d'impact direct sur la dépense énergétique comme telle, parce que le cortisol, c'est d'abord et avant tout une hormone médiatrice d'adaptation. Donc, c'est vraiment l'hormone du changement puis de l'adaptation. Fait que si on a des niveaux élevés de cortisol, ben, c'est parce qu'on a une sollicitation importante par rapport à notre récupération. C'est ça que ça veut dire. L'organisme, il envoie des signaux pour s'adapter. Si les niveaux de cortisol sont tout le temps élevés, bien, c'est que la récupération n'est pas proportionnelle à la sollicitation et s'entraîne de la fatigue. Cette fatigue-là, par contre, peut se traduire par une diminution de la dépense énergétique associée à l'activité physique. Si je suis épuisé, ça se peut que je bouge moins sur 24 heures, puis que j'observe des niveaux de cortisol qui sont élevés. Est-ce que c'est parce que mon cortisol est élevé que je dépense moins de calories? Non, c'est simple, c'est parce que je suis fatigué. Est-ce que je suis fatigué parce qu'il y a du cortisol? Non, je suis fatigué parce que mon entraînement puise trop dans mes ressources. Puis les niveaux de cortisol qui disent voici les outils pour t'adapter, ben ils ne rencontrent pas une récupération au bout du chemin pour dire voici le moment de s'adapter. Donc, il reste tout le temps élevé. Donc, c'est vraiment ça. Fait que le cortisol, on le blâme beaucoup pour plein de choses, mais tu sais, c'est vraiment... le cortisol, c'est super bon. C'est pas le cortisol qui est problématique. C'est qu'est-ce qui fait que le cortisol est élevé. Tu sais, un clou, là, c'est super bon. Ça fait tenir du bois. C'est merveilleux, là, un clou. C'est fantastique. Mais dans le pied, c'est comme problématique. Fait que c'est-tu le clou qui est pas bon? Non, c'est le fait de se planter le clou dans le pied qui est le problème. Fait que c'est le même principe avec le cortisol. C'est pas le cortisol qui est le problème, c'est pourquoi il est élevé, pourquoi il reste élevé. Faire une petite parenthèse là-dessus, là, on a remarqué par exemple chez les rats qu'ils ne pouvaient pas produire le cortisol et on les entraînait, puis ces rats-là ne s'adaptaient pas.
Donc, c'était pour la capacité aérobie, on a remarqué que les rats ne devenaient pas plus en forme, ils n'étaient pas capables de s'adapter à l'entraînement parce qu'ils n'étaient pas capables de produire du cortisol. Alors que les autres rats qui produisaient du cortisol, il y en avait dans le tapis, ça redescendait quand ils récupéraient, ils s'entraînaient, ça remontait dans le tapis, ils redescendaient quand ils récupéraient. Bien, eux autres, il y avait une amélioration de la VO2. Donc, si on regarde ça, là, on dit, ben, plus ton cortisol est élevé, plus ta VO2 monte. Ben non, c'est pas vrai non plus. C'est plus ton cortisol est élevé parce que tu t'entraînes à haute intensité, puis que tu récupères puis qu'il redescend, ben oui, c'est fort probable que tu vas avoir des belles adaptations. Robin, j'ai un TRX des entraînements typiques que je fais ici et là, ça t'intéresse? Oui, ça pourrait être intéressant. On pourrait voir ça. Donc, ceux et celles qui sont intéressés, là, envoyez-moi un petit courriel MSO à commercial drkin.com, drkin.com, ou encore via Messenger là, sur Facebook. Envoyez-moi un petit message, qu'on s'organise ça. La raison pourquoi je vais aller à Griffintown en dessous du pont, c'est parce que je passe souvent en vélo là, puis j'ai vu plein de gens qui faisaient leurs frais, fait que je vais aller les impressionner avec un analyseur de gaz. Non, c'est pas vrai. C'est parce que c'est en dessous d'un pont. Fait que s'il pleut, on est correct. On est à l'ombre s'il y a trop de soleil, t'es à l'abri du vent, etc. Parce qu'un analyseur de gaz, c'est quand même une petite bébite qui vaut cher puis qui tolère mal la pluie puis la grosse poussière. Donc c'est pour ça que j'aimais bien cette place-là, parce que c'était à l'abri. Fait que si jamais il y a des gens qui peuvent se rendre là, on se rejoindra là, puis on passera pour une gang de freaks, là. Où est-ce que vous ferez des exercices avec un masque de bain là, pour les amateurs de DC? C'est sûr qu'on va se faire arrêter, on va se faire jaser là, comme tel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est pas mal bon. Alors, écoutez, encore une fois, bien content de vous avoir eu. J'apprécie toujours parler de dépenses énergétiques, d'entraînement, tout ça, c'est vraiment mon dada. Si jamais vous avez des thématiques, des questions, des choses que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas, écrivez-moi. Si je suis en mesure d'y répondre, ça me fait plaisir de le faire et d'aborder le sujet. Si je suis capable de faire un balado complet. La semaine prochaine, je crois que je vais prendre congé. Donc, je vais me reposer un petit peu. Fin de session était difficile. Donc, je vais prendre une petite pause la semaine prochaine. Je vais probablement mettre un épisode en rediffusion. Donc, je vais repasser là, du vieux stock. Et puis, je devrais repartir ça la semaine suivante. Puis, encore une fois, si vous avez des idées, des sujets, là, moi, ça me facilite la tâche parce que les choses que j'aime, c'est peut-être pas nécessairement ce que tout le monde veut entendre. Fait que c'est ça. Je préparais, j'aimerais ça pouvoir réussir à aller chercher du monde avec leur intérêt, puis de fusionner tout ça, puis qu'on soit une belle gang, puis que ça soit le fun. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une super belle soirée. Puis encore une fois, ceux qui sont intéressés, ben, vous m'écrivez, puis on s'arrange quelque chose, puis on fera un petit mini projet de recherche officieux, là, puis peut-être que je prendrai un balado là, pour parler des résultats, là, puis on pourrait échanger là-dessus. Donc, je vous souhaite une super belle soirée, puis on se revoit pas la semaine prochaine, l'autre.